et bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres qui font l'actualité en principauté. Nous reviendrons sur cette enquête réalisée par la Direction du Tourisme et des Congrès, la Société d'exploitation des ports de Monaco, une étude portant sur le secteur de la croisière. La 14e édition du Congrès mondial de la médecine anti-âge au Grimaldi Forum. Nous parlerons de cette conférence au musée océanographique sur les troubles bipolaires. Vous connaîtrez le grand gagnant du Cordon d'Or 2016, concours culinaire qui s'est déroulé au lycée technique et hôtelier de Monaco mercredi. Sandrine Nègre vous en dira plus sur la pièce album de famille présentée au Théâtre des Muses. Vanessa Dessy a, elle, assisté à la conférence de presse de l'organisation Peace and Sport où il a notamment été question de la journée internationale du sport au service du développement et de la paix. Et enfin du football avec l'AS Monaco qui accueille Bordeaux ce vendredi au Stade Louis II. Partir en vacances en croisière, c'est un mode de voyage qui devient de plus en plus courant chez les Européens. Avec près de 5 millions de passagers en 2015, la Méditerranée est en tête des destinations et la Principauté reste une des escales les plus plébiscitées. Ces données résultent d'une enquête menée conjointement par la Direction du Tourisme et des Congrès et la Société d'exploitation des ports de Monaco. Plus d'explications dans ce reportage signé Fabien Bonilla et David Bernardi. Qu'est-ce que rapportent les croisières à l'économie monégasque? Tel était le but de cette enquête réalisée entre juin et novembre 2014. 7094 personnes ont été sondées, sans oublier 1011 membres d'équipage. Enquête effectuée par l'Institut français de sondage, CSA, et le cabinet d'experts JP Wild International pour l'analyse des données. Le principe du tourisme, c'est de ne pas travailler sans données. Nous travaillons sur des datas, nous travaillons sur des données précises qui sont recueillies d'une manière ou d'une autre. Sinon, évidemment, on travaille sur des légendes. Alors précisément, une des raisons pour lesquelles nous avons décidé de faire cette enquête, c'est pour mettre fin à certaines légendes, pour savoir exactement ce qu'il en était, des dépenses des croisiéristes en principauté, de l'impact de la croisière sur la principauté de Monaco, sur l'économie de Monaco dans son ensemble. On le sait, les escales à Monaco créent des emplois, 172 emplois directs, 50 emplois indirects, pour une masse salariale évaluée à plus de 8 millions d'euros. Cette enquête révèle également le montant des dépenses directes effectuées par les passagers et les équipages en escale, 27 millions de recettes annuelles pour la principauté, avec une dépense moyenne de 115 euros par passager, voire 650 euros pour les passagers passant une nuit sur place. Cette enquête a permis de constater que près de la moitié des passagers en tête de ligne luxe dort en principauté, ce qui représente 3,50% de nuitées générées par les croisiéristes avant ou après leur croisière lorsqu'ils embarquent à Monaco. Les chiffres principaux sont le nombre de croisiéristes qui descendent à terre pour visiter Monaco. C'est 95% des passagers à bord qui viennent visiter notre principauté et seulement 12% d'entre eux achètent une excursion à bord du bateau. Et dans ces 12%, bien entendu, certains achètent l'excursion pour visiter les villes environnantes. Donc on est loin de l'image du groupe de croisiéristes qui suit un guide avec un parcours prédéfini. Ce sont des petits groupes d'amis, des groupes familiaux, 4, 5, 2 personnes, essentiellement, qui vont par eux-mêmes visiter Monaco. Monaco, il faut le dire, est une ville qui se prête à ça. Le port est en centre-ville, c'est un des principaux atouts de ce port. Les moyens de transport sont à la proximité immédiate, que ce soit le bateau-bus, que ce soit les taxis, que ce soit le bus Oponopof, que ce soit l'ascenseur pour rejoindre le Rocher. Tout est à portée de passagers. 62% des passagers voyagent sur des croisières de catégorie premium et 37% en luxe, les deux catégories de croisières les plus qualitatives. Cette enquête auprès des croisiéristes a permis de tirer des enseignements. Il y a deux choses, je pense, qu'on doit faire. C'est la première, affiner notre politique pour vraiment essayer d'attirer le plus possible les petits bateaux de grand luxe. Et après, en concertation avec les autres acteurs économiques de Monaco, voir comment on peut faire en sorte qu'une fois que le passager arrive à Monaco, l'économie monégasque puisse en bénéficier pleinement. Donc faire des actions de partenariat avec, bien sûr, en coopération avec la DTC, mais pour essayer d'amplifier les dépenses des passagers à Monaco. En ce qui concerne les perspectives de 2016, 197 escales et 220 000 passagers sont déjà prévus à ce jour.
Passons à ce congrès à présent qui se tient actuellement au Grimaldi Forum, le congrès mondial de médecine esthétique et anti-âge. Cette 14e édition accueille plus de 9000 spécialistes venus échanger sur les dernières innovations dans ce domaine. Vanessa Dessy vous en dit plus. Il s'impose comme l'événement scientifique le plus pointu en matière d'anti-âge. Le Congrès mondial de médecine esthétique propose des présentations d'experts de renom de multiples disciplines telles que la dermatologie esthétique et la chirurgie plastique. Cette année, les États-Unis et leurs innovations sont mises en lumière. Les techniques européennes, quant à elles, restent toujours plus légères. On parle souvent de la French Touch parce qu'on dit que c'est pas qu'on est plus frileux, c'est qu'on est plus fin dans l'approche. On va faire, ça se voit dans la cuisine, dans la gastronomie, l'art, le goût français est souvent mis en avant, que ce soit aussi dans la mode, etc. On connaît la finesse française et on va dire plus largement européenne, puisqu'on ne peut pas faire du cocorico, hein, mais c'est vrai que les Français sont plus fins. C'est pas de la frilosité, c'est plus de la finesse. Cette année, on a mis justement les États-Unis à l'honneur. Et c'est très important de se dire, tiens, nous, on fait comme ça, comment on fait. Il y a aussi simplement le problème de l'ethnicité, des différences ethniques. On ne va pas traiter un visage asiatique comme on va traiter un visage de l'Europe de l'Est ou ne serait-ce qu'un visage noir. Donc il y a des différences et les échanges sont importants à ce niveau-là. Des experts internationaux sont réunis en principauté afin d'échanger autour d'un thème essentiel en matière de prévention. Ce domaine reste l'élément clé pour maîtriser le vieillissement, préserver la santé, l'apparence physique durable et retarder les éventuels traitements invasifs. On a décidé de mettre l'accent sur la prévention, alors que ce soit aussi bien au niveau de l'esthétique que de la médecine anti-âge. Et de plus en plus, on va aller vers une association plus rapprochée de ces deux spécialités pour justement parler de prévention. Ça peut être simplement sur la façon de se tenir, ça peut être la façon de s'alimenter, la façon de faire de l'exercice physique si on parle de la médecine anti-âge. Dans l'esthétique, ça va être des petites touches préventives qui font pas vraiment un grand changement, mais qui apportent la petite touche qui fait la différence. Le 4e congrès mondial esthétique et anti-âge est à découvrir sur plus de 10 000 m² de surface au Grimaldi Forum. Le 30 mars dernier correspondait à la journée mondiale des troubles bipolaires et à cette occasion, un colloque ouvert au public a été organisé au musée océanographique, un colloque visant à sensibiliser parents et adolescents à cette maladie. Le reportage de Frédéric Elion. C'est la 6e cause de handicap dans le monde, d'une pathologie qui touche 2% de la population en France, soit près d'1 300 000 personnes. Les troubles bipolaires se caractérisent par une alternance de phases dépressives et de phases d'exaltation. Cela entraîne des troubles importants au niveau de la pensée, des actes, des émotions ou de l'état physique. Pour déstigmatiser cette maladie et informer les patients, l'association Argos 2001 et la fondation Fondamentale organisé mercredi la 2e journée mondiale des troubles bipolaires au musée océanographique. Au programme, exposés et débats en présence de professionnels de santé, ainsi qu'un éclairage sur les traitements. Dans le cas général, pour la prise en charge des troubles bipolaires, c'est une association de plusieurs types de thérapeutiques, médicamenteuses et non médicamenteuses. Et dans le cas particulier de cette association avec une addiction, eh bien aujourd'hui, ce qui est codifié, c'est la nécessité d'une prise en charge intégrée, à la fois du trouble bipolaire et de l'addiction, donc intégrée et conjointe, si possible par la même équipe. Depuis 2011, Monaco dispose d'un centre expert bipolaire au CHPG, médecins psychiatres, psychologues, neuropsychologues, orthophonistes. Ce dispositif aide au diagnostic et à la prise en charge des patients. On est là comme un centre de support. Les patients nous sont adressés en général par leur psychiatre traitant lorsqu'il y a un doute sur le diagnostic ou des comorbidités ou une complexité par rapport à un patient en particulier. Et on va leur faire bénéficier d'un bilan complet
en général en hôpital de jour. On peut aussi les hospitaliser au sein du service dans l'unité des troubles de l'humeur du docteur Loftus pour quelques jours afin qu'ils puissent avoir le bilan médical, psychiatrique, psychologique. Le centre expert bipolaire du CHPG fait partie d'un réseau de 8 centres experts français. Celui de Monaco travaille main dans la main avec le CHU de Nice. Pour une pathologie aussi incapacitante et fréquente que les troubles bipolaires, il est important de rassembler les forces, non seulement en termes de diagnostic précoce, en termes d'évaluation spécialisée pour affiner la prise en charge, et de collaborer, de compléter, voire de mutualiser parfois des actions, sachant que la prise en charge est complexe. Elle va du diagnostic précoce, de la reconnaissance, parce qu'il y a une sous-reconnaissance, jusqu'au traitement des formes compliquées ou des cas complexes. Le centre expert bipolaire de Monaco s'occupe d'une centaine de patients, évalués tous les 6 mois avec une batterie de tests, avant un rapport envoyé au psychiatre traitant. Dans le reste de l'actualité en principauté, en bref et en images, la visite de son Altesse Royale la Princesse de Hanovre dans les locaux de l'association Jeunes J'écoute. La princesse a assisté notamment à l'assemblée générale de cette association qu'elle a fondée il y a 35 ans maintenant. L'occasion de faire un tour d'horizon des actions de Jeunes J'écoute qui apportent un soutien aux jeunes et ce, quels que soient leurs problèmes. La 36e édition du Grand Cordon d'Or de la cuisine française s'est déroulée mercredi au lycée technique et hôtelier de Monaco et c'est le représentant grenoblois qui s'est imposé, mais le jeune monégasque engagé dans l'épreuve n'a pas démérité. Le reportage de Patricia Navarro et de Sylvain Péroumal. Ils étaient 7 en lice, 7 jeunes cuisiniers pour un challenge, réaliser un plat salé et un dessert en respectant des figures imposées, à savoir la préparation d'un plat de volaille en 2 cuissons et ses 3 garnitures, dont une obligatoirement aux artichauts et un plat sucré et des crêpes soufflées au citron. La 36e édition du Grand Cordon d'Or de la cuisine française aura tenu toutes ses promesses. Les candidats ont redoublé de créativité pour proposer des plats aussi beaux que bons. Cette épreuve dure 4 heures. Elle s'est déroulée dans les cuisines du lycée technique et hôtelier de Monaco. Les candidats venaient de Grenoble, de l'île Maurice, Argelès-sur-Mer, La Réunion, Sisteron, Nice et Monaco. Les modalités d'un concours traditionnel, on va dire. Donc on commence de 10 minutes en 10 minutes. Les candidats ne partent pas tous en même temps. Pour la simple et bonne raison, c'est pour la dégustation, pour qu'il y ait un jury dégustation qui ait le temps d'analyser la présentation et la dégustation. Donc de 10 minutes à 10 minutes, les plats resteront chauds et le jury de dégustation aura le temps d'analyser les produits comme il faut. Pas de temps à perdre donc, certains candidats ont multiplié les entraînements pendant de longs mois pour être fin prêts et respecter le timing qui leur était imparti. Ça va, un peu encore stressé, mais de toute façon il va falloir le finir, alors on a commencé donc... Est-ce que pour l'instant tu es dans les temps, est-ce que ça correspond à tes entraînements? Oui, pour l'instant, oui, je suis totalement dans mes temps et j'espère que ça va continuer encore. Comment ça se passe pour l'île de la Réunion? Ça se passe super bien. On est dans le truc, puis ça passe. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer là en parallèle? Un croustillant d'aubergine. Donc en fait, je vais prendre une pomme de terre, je vais l'enrouler autour d'un tube et je vais le faire frire comme ça jusqu'à ce que ça devienne une opaline. Et à l'intérieur, je vais faire un insert avec une aubergine qui a été cuite au four, un petit peu style caviar d'aubergine. Et donc du coup... On a le sentiment que dans vos recettes, dans vos préparations, vous avez misé sur l'originalité, le plein d'idées. Bah il faut, c'est obligatoire. Ça donne toujours un petit plus à ce qu'on fait. Les 7 candidats ont été jugés par 2 jurys, dont le premier, le jury technique comté de grands chefs. Le second jury était quant à lui composé de professionnels de la cuisine et de fins gastronomes. Ils ont dû goûter pour les uns aux 7 plats salés et pour les autres aux 7 plats sucrés. Très sincèrement, je suis très agréablement surpris de découvrir ou de redécouvrir, puisque vous savez que je suis à la retraite et depuis 2 ans je fréquente très peu l'établissement. Mais cette variété, cette qualité au travers de ce qu'on a pu voir et ce qu'on a pu goûter. C'est un vrai métier. Je crois qu'il faut être quelqu'un qui apprécie le fait de manger pour pouvoir en même temps être jury et bien sûr tout est subjectif par rapport à ce qu'on peut apprécier ou ne pas apprécier.
Jean-Christophe, qu'est-ce qui fonctionne là? Les papilles, les yeux, tout est en éveil? Voilà, là tout est en éveil, on est surtout sur de la dégustation assez pointue. Les plats passent les uns après les autres, il faut prendre son temps, il ne faut pas se tromper. Parce que là, on est sur des résultats, je vais dire, on est sur le cordon d'or, donc il faut vraiment prendre son temps, analyser toutes les dégustations. Là, on est sur une crêpe soufflée, donc voir si on est vraiment sur du citron, sur une acidité assez soutenue, pas trop douce, pas trop sucrée. Voilà. Essayer de voir les innovations, de voir la présentation. Il faut vraiment, comme je le dis encore une fois, essayer de faire la part des choses, de savoir que sur une crêpe soufflée, il y a du travail. C'est fragile. Au final, après de longues délibérations, le candidat de Grenoble, Richard Aliata, a devancé la candidate niçoise Alice Benyamin. Soulagé d'avoir pu arriver jusque-là, d'avoir pu faire ce que j'ai aimé et puis d'avoir donné du plaisir. Je suis très heureux d'avoir pu donner autant de plaisir. Donc voilà, c'est un aboutissement et je suis très fier. Le jeune élève du lycée technique et hôtelier de Monaco, Jules Baron-Kelly, termine 4e. Tous les candidats sont repartis les bras chargés de cadeaux et avec le sentiment d'avoir donné le meilleur d'eux-mêmes. L'expérience se révélera certainement très utile dans le futur lorsqu'ils intégreront le marché du travail et participeront à d'autres concours culinaires. Culture à présent avec cette pièce, album de famille présenté au Théâtre des Muses jusqu'au 3 avril. Comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage, la musique est à l'honneur sur scène. Sandrine Nègre vous explique pourquoi. La famille c'est important, surtout pour les problèmes d'argent. Fais des déco à tonton et tu auras des bonbons. Il s'agit d'un beau retour. La pièce Album de famille a déjà été présentée au Théâtre des Muses. Les chansons de Michel Sardou, Georges Brassens ou encore Michel Polnareff et Claude Nougaro permettent au fil des minutes de découvrir les étapes de la vie de cette famille attachante, de la naissance au départ des enfants. C'est du théâtre en chanson. Album de famille, c'est l'histoire d'une famille sur 40 ans de vie qui démarre avec la naissance du premier enfant. Et puis le deuxième arrive, et puis c'est la vie de la famille avec tout le déroulé qu'on connaît de l'enfance, l'adolescence, les parents qui s'aiment, qui se désaiment, qui se retrouvent, et puis la crise d'adolescence, les repas de famille, tout y est. On passe en panel sur 21 chansons, avec 21 chansons, toute l'histoire de la famille. Et après, on a écouté à peu près 400 chansons. Sur les 400, on en a gardé 60. Et ensuite, on a tissé notre histoire en disant, voilà, c'est l'histoire du père et de la mère qui ont un premier enfant. En se disant, voilà, cette chanson-là, je veux qu'elle y soit. Celle-ci aussi. Il y avait les incontournables qu'on voulait absolument chanter. Et à partir de ces chansons-là, alors on a tissé le fil de l'histoire. Et une fois qu'on avait les 21 chansons, on a fait la distribution avec les 4 comédiens qu'on avait recrutés. Enfin, dont moi, puisque je joue le rôle de la maman dans Album de famille. Et puis, on a fait un gros travail musical de distribution du chant, des tessitures, donc des niveaux de voix. On a fait les arrangements vocaux. Donc, avant même de passer au plateau, on a fait tout le travail vocal. De l'amour et de l'humour, cette pièce musicale Album de famille présentée jusqu'à dimanche vous permettra à coup sûr de replonger par exemple dans votre enfance, adolescence ou bien d'autres périodes marquées par des événements de la vie quotidienne. Réminiscence assurée. Restons au Théâtre des Muses où des stages sont proposés pendant la période des vacances scolaires. Je vous propose d'écouter Antea Sonio à ce sujet. Un stage avec Loïc Tréhin. Et qui est Loïc Tréhin ? Eh bien, c'est un des comédiens, des aventuriers de la Cité Z, le spectacle qui a fait l'un des plus gros succès de la saison dernière. Ils reviendront d'ailleurs l'année prochaine. Et donc, l'un d'entre eux vient animer un stage. Alors, le matin, c'est pour les 6-8. Et puis, l'après-midi, c'est pour les enfants un petit peu plus grands, on va dire 9-11 ans. Mais il se trouve qu'il y a tellement d'enfants plus petits qui veulent absolument faire le stage qu'en fait, on a décidé de les accueillir aussi la première semaine, l'après-midi. Donc, les 6-8 aussi, l'après-midi pour la première semaine.
Un stage d'improvisation avec beaucoup de jeux à la clé, comment se transformer, comment devenir un autre personnage, comment rire, pleurer, comment aussi réveiller l'imaginaire des enfants, qui est déjà, vous me direz, très actif. À la fin du stage, il y aura un petit spectacle, une petite présentation pour les parents, une petite présentation de 20 minutes. On n'a pas la prétention de créer un spectacle en une semaine de stage, bien évidemment, c'est tellement de travail comme on le sait. Mais je peux vous garantir, on en a fait un certain nombre de stages, que les enfants sont métamorphosés. Et c'est quelque chose qui peut être utile pour le reste de leur vie, parce que c'est un déclic. Elle est l'organisation pour la paix par le sport par excellence. Peace and Sport a organisé dernièrement une conférence de presse pour présenter notamment ses futures actions. Vanessa Dessy était présente, voyez son reportage. Elle œuvre à la construction d'une paix durable à travers le monde. Peace and Sport, créée en 2007, encourage la pratique du sport et ses valeurs. Véritable initiative mondiale au service de la paix, l'organisation intervient dans des zones rendues vulnérables par l'extrême pauvreté, les séquelles des conflits ou l'absence de cohésion sociale. La mission la plus importante, c'est de convaincre, je dirais, les dirigeants au niveau international que le sport, c'est bon pour la paix. Ça, c'est la première mission. Après, il faut le décliner concrètement, donc comment mettre en place des programmes qui favorisent le dialogue en utilisant la règle du sport qui s'applique de la même façon à tout le monde pour créer les conditions de dialogue entre des ethnies ou entre des communautés qui sont divisées par des conflits aujourd'hui et surtout dans la situation de post-conflit, pour que ça ne revienne pas. Le sport, c'est l'excellence, le sport, c'est respecter une même règle. Et c'est aussi, plus que l'égalité, ce qui est important, c'est le concept d'équité. C'est-à-dire donner la chance à tout le monde de participer dans des conditions identiques. Après, il y a un vainqueur, un vaincu. Il y a une équipe vainqueur, une équipe vaincue. Et on travaille aussi très souvent avec des équipes mixtes, ce qui permet justement de relativiser la victoire et la défaite. Tout au long de l'année, Peace and Sport se mobilise. Son intervention se partage en plusieurs directions. 2 initiatives ont notamment été mises en place à l'occasion de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix le 6 avril prochain. Une journée qui a été décidée par les Nations Unies et par le CIO, dans laquelle Peace and Sport a on pourrait dire une sorte de leadership, puisque l'an dernier on avait 530 programmes dans 110 pays qui tournaient à l'occasion de cette journée. Et puis aussi la campagne Wildcard qui mobilise 7 millions, 8 millions de personnes l'an dernier. Et après un certain nombre de programmes tout au long de l'année, comme les Jeux des Grands Lacs en Afrique, comme un programme de réfugiés dans le camp d'Al-Zatari. Énormément de programmes maintenant qui se reconnaissent dans les valeurs, dans les lignes d'action de Peace and Sport et qui demandent à s'abriter un peu sous l'ombrelle de Peace and Sport. Prochain rendez-vous pour Peace and Sport, le rallye Princesse Charlène en partenariat avec la direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Et puisque nous parlons de sport, un mot de football avec la prochaine rencontre des Monégasques ce vendredi au Stade Louis II. L'AS Monaco reçoit les Girondins de Bordeaux pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Alors quels sont les enjeux de cette rencontre? Eh bien la réponse dans ce reportage. Après une semaine de trêve internationale, la Ligue 1 reprend ses droits. Monaco avait quitté le championnat sur une belle et précieuse victoire face au Paris Saint-Germain. Privé d'une bonne partie de ses joueurs appelés en sélection, Leonardo Jardim a préparé comme il le pouvait la prochaine rencontre des Monégasques. Rencontre qui aura lieu vendredi au Stade Louis II face à Bordeaux. Et les statistiques ne sont pas en faveur des Rouges et Blancs. En effet, Monaco n'a gagné que 2 de ses 19 derniers matchs face aux Girondins. Et pire encore, le club de la Principauté n'a gagné aucun de ses 9 derniers matchs à domicile face à Bordeaux. J'ai oublié la victoire de Paris, peut-être mardi après. C'est 3 points et c'est fini. Maintenant, l'important c'est le match Bordeaux. Pour moi, ça c'est le vrai match de saison pour 2 situations. Première situation, dernier 19 matchs, Monaco seulement gagné 2 à Bordeaux. Et ça c'est un historique. Un historique très difficile. Et deuxième, c'est l'organisation de la semaine.
difficile d'entraîner parce que tous les joueurs sortaient. La fédération a rendu service de calendrier 7 matchs pour vendredi. Bordeaux, bête noire de l'AS Monaco, et les statistiques ne s'arrêtent pas là. Cette saison, les Monégasques ont subi 2 revers face aux Bordelais en championnat et en Coupe de la Ligue. Pas question d'en subir un 3e vendredi. Contre Bordeaux, je n'ai pas de très bons souvenirs. Je pense que ma seule victoire, c'est sur mon premier match de Ligue 1 avec Ranieri encore. Et voilà, mais il faut oublier les numéros, il faut jouer pour gagner, il ne faut pas regarder l'adversaire, il faut toujours essayer de jouer bien le ballon et de gagner le match. Gagner le match et ainsi prouver que l'AS Monaco mérite cette place de 2e au classement. Je pense que l'équipe de Monaco est aussi un peu sous-estimée, comme des fois, je me rappelle quand on allait jouer contre Nice, tout le monde parlait de Nice, que Nice est meilleur que Monaco. Mais c'était nous les 2e du championnat. Mais même comme ça, tout le monde parlait de Nice, mais dans le terrain, on a démontré notre capacité. Monaco-Bordeaux, c'est vendredi à 20h30 au Stade Louis II, en ouverture de la 32e journée de Ligue 1. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Passons à présent aux prévisions météo pour les prochains jours. Découvrez la météo avec Eclectic. Galerie, intérieur design, art and gifts. Le ciel sera variable vendredi, partagé entre nuages et éclaircies. Léger risque d'averses en matinée. Le thermomètre variera entre 14 et 17 degrés. Le temps sera encore incertain en début de week-end avec des nuages passagers samedi et de la pluie en fin de journée dimanche. Enfin, temps maussade lundi, en grande partie nuageux, voire pluvieux. Il fera un maximum de 16 degrés au meilleur moment de la journée. Vous avez découvert la météo avec Eclectic. Galerie, intérieur design, art and gifts. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas ce site internet, le www.monacochannel.mc, pour voir ou revoir tous nos reportages. À très bientôt sur Monaco Info.